Ok, bonjour tout le monde, bienvenue. Notre prochain talk, c'est le fuzzing des stacks TCP/IP par Ilya. Teneur d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation, cette intro. Comme vous l'avez dit, je vais parler de fuzzing sur la stack TCP/IP au-delà des aspects triviaux. Petit avertissement, c'est une version très alpha de cette présentation. Je vais en rajouter beaucoup dans le futur, mais j'ai quand même des choses à dire aujourd'hui. J'espère que ça va permettre de faire avancer un petit peu l'état de l'art dans ce fuzzing. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Ilya. Je viens au congrès depuis le 18C3, ce qui est une façon de dire que je suis maintenant vieux et décrépit. J'ai donné plusieurs présentations au fil des années, un système d'analyse de mémoire, MEMSAD. J'ai parlé du protocole X11. J'ai même parlé de choses sur les drivers pour Windows. J'ai parlé de fuzzing il y a quelques années et tout un tas d'autres trucs. Je ne me rappelle pas de tout. Comme j'ai dit, je suis vieux et je perds la mémoire. Mais je suis vraiment content d'être de retour ici après 4 ans d'absence. Hein? Ça fait plaisir quand même. Quel bonheur. J'ai failli ne pas venir et en fait, si. Donc, on est là pour de bon et j'espère que la prochaine édition ne sera pas dans 3 ou 4 ans cette fois-ci. Moi, je suis déjà prêt pour l'année prochaine. Même si on n'est qu'au début du jour 3, déjà prêt pour la prochaine. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle IOActive. On fait de la sécurité, des revues de code, du pentesting, du fuzzing, ce genre de choses. On est un peu des consultants / ingénieurs en sécurité. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, je vais avoir un premier slide qui va parler un petit peu de l'audience dans la salle. Alors, si vous êtes ici, vous savez probablement qui vous êtes déjà. Et ensuite, je vais parler un petit peu de l'histoire du fuzzing sur les stacks TCP/IP et des stacks réseau en général. Parler un peu de l'état de l'art. Et ensuite, on va parler un petit peu de ce que je vois dans le futur de cette recherche. Un peu comment évoluer au-delà de ce que je vais présenter comme moi, mes avancées. Donc, il y aura mon travail, ce que je veux faire, comment je vois faire les choses, les prochaines étapes de fuzzing de stack TCP/IP. Qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, le setup à mettre en place pour ça, des modifications que j'ai faites à des stacks réseau pour permettre ce genre de test. Comment est-ce que vous pouvez aussi mettre en place un environnement de test comme ça? Et je ferai aussi une petite démo. Et s'il reste du monde après ça, je prendrai des questions. Donc, dans l'audience, alors vous savez qui vous êtes, mais si vous êtes intéressé par le fuzzing, ça va sûrement vous intéresser. Si vous vous intéressez au réseau, ça va sûrement vous plaire. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse au système d'exploitation, ça vous plaira sûrement. Si vous aimez la technologie, la sécurité, le réseau, les systèmes, le fuzzing en général, je pense que ce talk vous plaira. Si vous n'êtes pas dans ces catégories, ça vous intéressera peut-être quand même. Alors, parlons un peu de l'histoire de ces choses. Je suis bien sûr pas le premier à me dire qu'on peut fuzzer une stack TCP/IP, parce que bien sûr, les stacks TCP/IP, ça accepte des paquets qui viennent de réseaux potentiellement hostiles. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui peut être attaqué. Si on revient même aux années 90, peut-être même avant, on avait déjà eu des bugs dans les stacks réseau de l'époque. C'était à l'époque des choses qui étaient plutôt triviales en fait. Si vous étiez là à l'époque, vous vous rappelez peut-être de choses comme WinNuke ou le SYN-flooding, Ping of Death, Smurf, LAN, Teardrop, Bonk, toutes ces
mutations de banques comme Boink. Et c'était pas vraiment des trucs qui ont été trouvés grâce à du fuzzing, mais c'était le résultat, en tout cas, de tests dans le runtime. À l'époque, les gens ne faisaient pas forcément de revue de code méthodique ou de fuzzing, mais ils remarquaient quand même des bugs sur des stacks réseau. Ils se disaient qu'ils pouvaient construire des outils, des exploits pour généralement faire des nids de service. Et c'est à peu près là que ce genre de recherche a commencé, milieu des années 90, avec ces outils-là. J'espère pour vous que sur vos systèmes, ces choses-là ne marchent pas aujourd'hui, mais c'est là que toute l'histoire a commencé. Et ensuite, on arrive à la fin des années 90, début des années 2000. On avait des outils comme Libnet, et quelqu'un a écrit cet outil qui s'appelait ISIC, le IP Stack Integrity Checker, le vérificateur d'intégrité de stack IP. C'était un outil très très cool. C'est un de ces outils que tout le monde devrait en avoir entendu parler, et pourtant quand j'en parle aux gens, les gens ne savent pas ce que c'est. Et donc du coup, moi je leur en parle, c'est un truc qui a 25 ans maintenant, et vous pouvez le pointer vers une stack réseau, et des fois ça vous donne des bugs. Ça a eu un succès incroyable à l'époque. Ça a trouvé des failles ou des vulnérabilités, des problèmes dans les stacks réseau de Windows jusqu'à Windows 7. Ça a trouvé des problèmes dans les stacks TCP/IP de Linux. Linux, bien sûr, modifie sa stack TCP/IP régulièrement. Ça crée des nouvelles opportunités pour que ça se casse. Donc, des fois, des choses sont cassées plusieurs fois d'affilée au fil des années. Ça a même cassé la stack TCP de NetBSD. Les trois premiers, je les connais parce que j'ai été moi-même victime de ces bugs. Ça a aussi affecté d'autres choses comme des firewalls. Ça, c'est des outils que moi, j'ai pas pu observer personnellement parce que j'ai pas accès à ce hardware. Mais ça, c'est des choses qu'on voit dans le fichier trophée de DSIC. Ils ont une liste de choses qu'ils sont fiers d'avoir cassées. Donc c'est pas mal de produits de l'époque, bien sûr, mais point de suspension. Ce truc-là cassait tout. Et occasionnellement, même aujourd'hui, cet outil peut encore casser des choses. La façon dont ça marche, c'est globalement qu'il comprend la structure d'un paquet IP, d'un paquet UDP, d'un paquet TCP et d'un paquet ICMP, etc. Une frame Ethernet, et ça modifie des bits ici ou là. Ça a des options pour dire est-ce qu'on veut changer ces flags-là, les flags TCP, ou les options IP, les options TCP, les checksums. Et ça a un buffer, et ça boucle, et à chaque tour de boucle, ça modifie quelques bits, et ça essaye de trouver s'il y a des problèmes. La vitesse à laquelle ça s'exécute est assez incroyable, c'est très rapide, mais c'est un petit peu limité. Ça ne comprend pas vraiment de notion d'état, notamment. Donc, même si ça trouve un certain nombre de bugs, à un certain niveau, ça ne peut pas trouver plus que ces bugs-là. Mais c'est un peu l'état de l'art des 20 dernières années. C'est pour ça que je veux faire cette présentation. Alors, vous pouvez aussi utiliser Scapy, par exemple. Vous pouvez faire des choses similaires avec ça. La raison pour laquelle j'aime toujours ISIC aujourd'hui, c'est que c'est du code C très simple et que c'est très rapide à utiliser. Ok, bon, comment on va derrière cet état trivial? On est resté coincé là pendant 20 ans, c'est peut-être temps d'avancer un petit peu, non? Ok, comme je l'ai dit précédemment, TCP, donc qui est au-dessus de IP, il a une notion d'état. Et donc, il y a des bugs il y a certains bugs que si juste vous faites ce qu'on a dit précédemment, vous n'allez pas déclencher. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de crafter un seul paquet. Il va falloir faire plus que juste modifier un flag, etc. Et il va falloir garder un état.
il va falloir faire plusieurs choses pour arriver dans un état où il va se passer quelque chose d'étrange. Ça nécessite une connaissance assez profonde du réseau et si on y va juste comme ça, on ne va pas forcément arriver à ce stade. Donc pour arriver là et aller et faisait plus loin, c'est difficile et ça demande pas mal de temps. Comme je l'ai dit, l'État n'a pas forcément avancé beaucoup au-delà de ce stade. Il y a eu un peu de recherche sur les dernières années. Donc des choses comme Amnesia 33 et les gens de TCP/Fuzz qui utilisent des outils et donc ils ont fait quelque chose qui s'appelle Packet Driller, qui est une sorte de fuzzer. Mais je vais revenir à ça un peu plus tard. Bien sûr, on a également des choses comme AFL, AFL+. Ok, on pourrait faire du fuzzing qu'on appelle coverage guided. Ça serait sympa. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a eu des tentatives. Sur le principe, ça pourrait fonctionner, mais c'est pas facile. Il y a certains problèmes. Donc, d'abord, AFL++, il marche très très bien si on a les fichiers, si l'état il est maintenu dans un fichier, ou alors si on a les API de manière simple. Ça marche très très bien dans ce genre de situation. Et beaucoup d'attaques fonctionnent de cette façon-là. Cependant, les stacks réseau, elles ne fonctionnent pas vraiment comme ça. C'est pas un fichier, c'est un protocole. Ça veut dire que un état, c'est pas juste un bit à un endroit. Il y a une notion d'encoding de plusieurs choses. C'est pas directement représenté par un bit ou un octet ou quelque chose comme ça. L'autre chose, c'est la notion de queue de paquet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est donc, par exemple, si on a un parseur de fichiers. Donc, on a notre parseur, on a une fonction, elle prend un pointeur et elle fait quelque chose, elle retourne quelque chose. Donc ça, c'est très intégré, vraiment loin dans le système d'exploitation. Donc on a un paquet qui arrive, ça fait quelque chose, ça peut déclencher un drop. Ça génère une interruption et le gestionnaire d'interruption met ce paquet dans une queue. Ce paquet est mis dans le gestionnaire d'Ethernet. Et là, on voit, tiens, bah, ça c'est l'IP. Donc, on prend le paquet IP et on le met dans une queue pour être détecté en IP. Le gestionnaire de la queue d'IP va recevoir le paquet, va dire, ah, c'est du TCP. Donc, ça le met dans une nouvelle queue pour parler à la partie TCP. À un moment donné, le thread TCP se réveille, regarde la queue TCP et dit, ah oui, je connais ça. Je parlais à ce pair, ce service-là. Donc, je vais prendre ce paquet et le donner à l'userland. Et au bout d'un moment, l'userland se réveille et reçoit le paquet et là peut faire quelque chose. Donc, on a une série d'étapes et c'est pas linéaire. C'est pas 1, 2, 3 avec forcément tel truc, puis tel autre truc, puis tel autre truc. Et on peut instrumenter quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup de complexité supplémentaire. Comme je l'ai dit, l'autre partie, c'est que l'État n'est pas forcément capturé dans un seul fichier ou dans un seul blob de données. C'est une séquence de choses. Donc c'est là où ça devient problématique. Alors, bien sûr, des gens ont essayé, des gens ont discuté de ces problèmes-là. Des gens se sont dit, on a essayé avec AFL, on a réussi à faire des trucs, mais on a rencontré tel et tel problème, et c'est les problèmes dont je parlais. C'est les queues, c'est le côté asynchrone,
toutes ces choses qui rendent ce fuzzing difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de fuzzing avec AFL, mais ça veut dire que ça demande beaucoup plus de travail que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, à mon avis, il faut qu'on fasse ce travail, il faut qu'on avance vers la capacité de fuzzer de cette façon, mais on en est encore très loin. Pour être capable de faire ça d'une façon qui soit facile à reproduire, facile à setup, c'est vraiment compliqué. Le faire une seule fois pour que ça marche sur une machine, qu'on ait un peu de fuzzing, ça c'est ce que les gens à l'écran là ont décrit. Mais pour arriver à quelque chose qu'on peut reproduire, quelque chose qu'on peut distribuer, quelque chose qui est facile, on en est très loin. Donc, ça, c'est pourquoi fuzzer la stack TCP/IP, c'est difficile et ça prend du temps. Alors, je suis même pas là pour parler de fuzzing coverage guided, donc avec la couverture de code comme entrée. On n'en est même pas là. Moi, je suis quelqu'un de plutôt paresseux. Et ce que je me disais, c'est plutôt que de faire ces approches complexes, je voudrais bien avoir ma propre stack réseau que je peux bidouiller et qui parlerait à une autre stack réseau qui, elle, serait le sujet qu'on va tester. Et comme moi j'ai ma propre stack réseau, j'ai toute cette notion d'état gratuitement. Et comme je suis paresseux, je ne voulais pas construire ma propre stack TCP/IP, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin. Il y a 10, 15, 20 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile. Il aurait fallu implémenter une stack réseau. Aujourd'hui, on a tout un tas de stacks TCP/IP userland. Elles sont souvent utilisées dans des solutions embarquées pour faire des tests. Il y a quelqu'un qui a écrit un scanner de port avec, par exemple. Mais autant que je sache, personne ne s'est dit « Tiens, je peux utiliser ça pour en faire un fuzzer ». Et donc, c'est ça mon idée. C'est vraiment l'idée au cœur de cette présentation. Donc, une des choses que j'ai faites, c'est j'ai regardé un petit peu ce qui existe, l'état de l'art et l'état des stacks TCP/IP. Il y a pas mal de stacks différentes. LibUINet, qui est facile à utiliser. C'est plutôt vieux, ça a plusieurs années d'abandon maintenant, je ne sais pas dans quel état c'est. Juste à regarder la date du dernier commit, je me suis dit, c'est pas ça que je veux utiliser, ça risque d'être galère. PyTCP, qui est une stack TCP/IP complète en Python. Je l'ai envisagé. C'était un petit peu difficile pour ce que moi je voulais faire. Ça vient avec son propre serveur DHCP, ce genre de complexité. C'était un peu trop pour moi. Moi, je voulais juste une stack réseau. Alors, il y a d'autres options. NetStack, par exemple. Ça, c'est un projet que Google a fait pour leur projet gvisor. NetStack, à la base, c'était un projet séparé, et puis c'est devenu un morceau de gvisor. Et maintenant, les séparer, je suis sûr que c'est possible. J'ai essayé, j'ai pas vraiment réussi. Je n'ai pas passé énormément de temps dessus, mais j'ai pas réussi en 1 heure, et c'est un peu ça qui m'a fait me dire, bon, j'ai besoin de quelque chose de plus simple. Il y a LWIP, je sais que c'est utilisé à divers endroits. C'est une stack TCP, Small TCP qui existe, qui est une stack complètement Rust, ce qui est super cool. PicoTCP, UIP, et il y en a d'autres. Moi, je me suis standardisé sur PicoTCP et je vais parler de pourquoi et de comment ça marche dans 1 minute. Avant de parler de l'implémentation et des tests que moi j'ai fait, la première question c'est qu'est-ce qu'on veut fuzzer? C'est une question difficile, mais c'est une question à laquelle il faut répondre avant de commencer à fuzzer, bien sûr. Donc l'idée c'est on peut prendre une stack TCP/IP, on la modifie pour fuzzer les bonnes choses. Bien sûr, on a de l'état gratuitement puisque la stack gère ça pour nous. Mais qu'est-ce qu'on veut fuzzer? Alors, on peut regarder notre protocole, regarder ce qu'il y a dedans, où est-ce qu'on sait qu'il y a de l'état et où est-ce qu'on sait que les choses peuvent avoir des problèmes et où est-ce que les choses se sont cassées, où est-ce qu'il y a eu des problèmes dans le passé, parce que c'est des indicateurs de complexité.
Si on regarde TCP, on a bien sûr les flags, qui sont des signaux de choses qui créent des transitions d'état. Par exemple, un SYN, un SYN-ACK. C'est des choses qui créent des transitions d'état, c'est leur but. Les window sizes, les tailles de frame, c'est plutôt simple, mais ça a été une source de problème par le passé, donc c'est quelque chose qu'on peut essayer de regarder. Les checksums, ça ne devrait pas être un problème, mais on a vu avant des fonctions de checksum qui, par exemple, avaient des read out of bound, donc ça vaut le coup quand même de regarder ça occasionnellement au moins. Bien sûr, la taille des paquets, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on a un paquet de 0 octet? Est-ce que c'est même légal? Alors, spoiler, pour UDP, c'est légal, pour TCP, ça ne l'est pas. Et quid des paquets très grands? Si on augmente la MTU, si on utilise des jumbo frames, ça peut avoir de la fragmentation, ça peut ne pas en avoir. Et évidemment, les longueurs des champs, est-ce qu'on peut modifier ça? Et bien sûr, la fragmentation en elle-même est très intéressante. On sait qu'il y a eu des tas de problèmes liés à la fragmentation, on sait qu'il y en a eu dans le passé, il y en a dans le futur, donc c'est définitivement quelque chose qu'on veut faiser. Est-ce que c'est trop gros, trop petit, il y en a trop, il n'y en a pas assez, ils sont pas dans l'ordre, il y a des timeouts, il y a des duplicata, il y a des trucs qui sont fragmentés alors que le flag don't fragment est mis à vrai, c'est fragmenté quand même, etc., etc. Enfin, il y a les options IPv4, les options TCP, les headers d'extension IPv6. On peut insérer, on peut les tronquer, on peut les supprimer, on peut les mettre dans le désordre, on peut combiner toutes ces notions. Et toutes ces combinaisons peuvent mener à des nouveaux types de problèmes avec l'état, avec le parseur, avec la combinaison des deux. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc, toutes ces choses peuvent ou peuvent ne pas être liées à l'État, mais en fait, c'est pas forcément important pour moi puisque donc ma stack TCP/IP elle gère déjà l'État, donc j'ai pas vraiment besoin de m'en préoccuper. Et ensuite, concernant les autres protocoles, qu'est-ce qui se passe avec ICMP, IGMP, SCTP, etc. Donc, dans le cas de SCTP, c'est pas supporté par Pico TCP. J'aurais voulu utiliser libuinet pour ça, mais je suis jamais arrivé à ce stade. D'ailleurs, SCTP, ça fait ce truc bizarre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que personne n'utilise ça. Et parce que personne n'utilise SCTP, et d'un coup, c'est devenu plus utilisé. Mais bon, personne dans la vie générale utilise SCTP. Bref. Donc, qu'est-ce que je faisais, comment je le faisais? C'est bien, on en a discuté. Maintenant, comment on fait ça en pratique? Donc, comment ça fonctionne? La première chose à faire, donc c'est d'en choisir un. Donc, j'ai choisi Pico TCP. On va y revenir dans un moment. Donc, les étapes sont relativement simples. D'abord, il faut une interface SunTap. Donc, on utilise un bridge, on joue un peu avec BRCTL, etc. Ensuite, on a besoin de quelque chose pour avoir du trafic. Donc, j'ai créé un petit client echo, un petit serveur echo. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser comme ça ma stack réseau et commencer à faire des choses avec et jouer avec ça. Donc, globalement, j'ai des échanges aller-retour entre mon petit client, mon petit serveur, etc. Et ensuite, il faut qu'on modifie effectivement notre stack TCP/IP et qu'on ajoute un petit peu de fuzzing à notre trafic normal. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'utilise Pico TCP. Donc, d'abord, je voulais utiliser PyTCP, mais c'était un peu trop compliqué pour ce que j'avais à faire, pour ce que je voulais faire, mais ça fonctionne. Donc, j'écrivais beaucoup de ça avant, maintenant un peu moins, mais bon, c'était sympa parce que ça me fait une excuse pour écrire à nouveau du code C.
Et PicoTCP, c'est du code C qui est relativement simple, c'est pas très compliqué, c'est facile à comprendre, c'est facile à intégrer dans vos propres programmes userlearn. Et au-delà de tout ça, c'est open source, c'est du logiciel libre, c'est sous licence GPL, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux avec. Ok, cool. Ok, donc je ne sais pas si vous pouvez lire le code de là où vous êtes, mais quelque chose qui est sympa avec PicoTCP, c'est que ça offre vraiment des API qui sont faciles à utiliser. Donc comme je disais, j'ai construit un petit client echo avec ces API. Donc je voulais créer une petite socket, aller me connecter à quelqu'un d'autre avec cette socket, etc. Mais oui, du coup, les API sont vraiment très simples, donc ça se fait bien. Ok. Ok, donc à partir de là, je vais faire une petite démo. Donc avec ça, je suis pas allé forcément aussi loin que j'aurais voulu. Le fuzzer, il fonctionne à peine, mais il fonctionne. J'ai pas implémenté tout ce que je voulais. Il y a beaucoup de to-do. En termes de trophées, aucun crash particulièrement pertinent jusqu'ici. Quelques résultats minimaux à ce stade, par exemple avec la stack réseau Minix 3. Je ne sais pas si ce que j'ai, c'est vraiment lié à des problèmes d'état. Mais ok, mais bref, laissez-moi un petit peu de temps pour ma démo. Ok. Donc ici j'ai une petite machine OpenBSD. Et ici, j'ai mon fuzzer. Donc c'est une machine Linux. Donc ici, on est en 192.168.11.132 et de l'autre côté, c'est .130 ou 131. Donc si on regarde le trafic, je devrais avoir un moment. Ok, créons un petit peu de trafic et faisons notre fuzzing. Ok, côté OpenBSD, on voit les paquets. On voit un peu le fuzzing, on voit que des choses sont affichées. Il y a pas mal de drops. Donc on voit plein de choses telles que des retransmissions, des paquets qui ont l'air cassés, différentes choses. Ça suffit que des paquets passent et soient processés. Et c'est suffisamment cassé pour que des choses se fassent drop à différents endroits et idéalement ça va nous permettre de trouver des bugs. Donc ce code a commencé à fonctionner ce matin à peu près à 6 heures. Ok, le défaut c'est que, bon, j'espérais trouver un bug ou deux, mais jusqu'ici ça n'a pas été le cas, c'est un petit peu ennuyeux, mais bon, c'est à peu près le stade auquel j'en suis à l'heure actuelle. Donc comme je disais, c'est une version pré-alpha, il reste des choses à faire, ça fonctionne, mais ça fonctionne à peine. Donc je peux forcer des paquets à travers cette stack, au-delà du uncheck TCP. Donc parfois mon client Echo il crache, c'est pour ça qu'il y a une boucle bash autour de ça. C'est pas très beau mais ça fonctionne. Et comme je disais, j'ai pas implémenté la fragmentation jusqu'ici. Donc le code est très moche, il y a beaucoup de choses à faire jusque-là. Et j'aurais bien aimé aller plus loin que ce que j'ai aujourd'hui, mais ça fonctionne à peu près. J'ai mis ça sur GitHub, donc si vous voulez regarder, bien sûr vous pouvez. Attendez-vous à quelques mises à jour dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je voudrais vraiment améliorer ça.
Et à l'heure actuelle, j'ai pas un Pico TCP entier à l'intérieur, c'est juste, il y a un div. Mais bon, tout est là, mais dans les prochains jours, je vais cleaner tout ça et faire en sorte que ça fonctionne mieux. Bien sûr, si vous voulez regarder, ça va vous demander certains efforts. Mais si vous attendez encore quelques jours, quelques semaines, je vais faire en sorte que ça fonctionne et que ce soit plus facile. J'ai plus beaucoup de temps, mais la dernière chose dont je voudrais parler, c'est pourquoi s'arrêter à un seul fuzzer. Ce que j'aime bien avec AFL++, c'est son intégration avec d'autres fuzzers, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait commencer à faire de plus généralement lorsqu'on fuzz. Faire en sorte que différents fuzzers puissent s'intégrer entre eux, collaborer, etc. J'ai parlé de Packet Driller avant. Donc, par exemple, ça. On pourrait également s'intéresser à IC, à IPv6 Toolkit, et combiner les choses. Donc, j'ai parlé de recherche précédente. Et en conclusion, j'ai pas vraiment de conclusion, si ce n'est que j'aurais dû commencer mes recherches plus tôt et aller plus loin. Cependant, j'ai des buts à long terme et des call to action. Donc, pour moi, c'est évident que refaire du fuzzing sur les stacks TCP/IP, ça va nous emmener plus loin que ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Par exemple, avec IC, qui est très bien, mais bon, qui a une vingtaine d'années. Donc, tout ça, c'est très prometteur et je pense qu'on peut aller plus loin. Mais on n'en est pas au stade final. Pour moi, il faut combiner ça avec du fuzzing coverage guided. Ça devrait fonctionner mieux. À l'heure actuelle, c'est très difficile à faire. Et j'espère trouver d'autres personnes que ça va intéresser également et qu'on puisse avancer à partir de là et que les choses changent. Je crois que je suis un petit peu en retard d'une minute, mais voilà, c'était ma présentation. Merci. Ok, on a 8 minutes pour des questions. Donc, si vous avez des questions, faites-like au micro, s'il vous plaît, on prendra ces questions. Si vous êtes sur le stream, vous pouvez également poser des questions sur Internet. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Ok, merci. Merci pour cette présentation et pour vos efforts et pour vous êtes préparé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre qui pourrait être fait en termes de fuzzing, par exemple, sur ICMP? Est-ce qu'il y a des outils userland qui existent pour ça? Alors, c'est une très bonne question. ICMP, c'est un très bon sujet, justement. Parce que bon, les paquets IP, généralement, n'arrivent pas de nulle part. Et les paquets ICMP, pardon, n'arrivent pas de nulle part. Souvent, vous parlez à TCP/IP, enfin la stack TCP, et c'est là que vous avez un paquet ICMP généré parce que le port était fermé, par exemple. Donc là, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Juste dans une certaine mesure, j'ai ça implémenté. J'ai pas exactement du code qui invoque ICMP ou qui crée des paquets ICMP explicitement. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'ajoute. Mais par contre, j'ai du code qui dit, tiens, si la stack a généré des paquets ICMP, c'est un indicateur de résultat de fuzz. Donc ICMP, très bon exemple. Il y a définitivement plus de travail qu'il faut faire de ce côté-là. J'en ai parlé un petit peu au-dessus. Et après d'autres choses, IPv6, je n'ai pas implémenté à l'heure actuelle. Toutes les extensions qu'il y a dessus, ce sera très intéressant. IGMP, SCTP. Il y a énormément de potentiel et de choses à faire dessus. Donc, bonne question. Je n'ai pas une réponse à tout. J'ai des éléments que j'ai énumérés ici. Il y en a d'autres. Ce serait un exercice très intéressant d'aller plus profondément dans chaque chose, chaque morceau d'état dans la stack TCP/IP, de les énumérer et d'avoir une espèce d'approche par but, de lister toutes les choses à modifier et de savoir ce qu'on a implémenté, ce qu'on n'a pas implémenté. Moi, comme j'ai dit, j'ai manqué de temps, donc c'est quelque chose que je veux faire mais que je n'ai pas fait encore.
Nouvelle question. Merci. J'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous faisiez Pico TCP ou est-ce que vous utilisez Pico TCP pour s'occuper de gérer des choses pour vous, pour faire autre chose? Ok, c'est exactement ça. Donc vous pourriez également effectivement faire du fuzzing sur Pico TCP, mais c'est pas ce que je fais. Moi, j'utilise Pico TCP comme étant ma stack TCP/IP. Donc la façon dont ça fonctionne, donc c'est libre, ça fait partie de l'application. Je la compile avec ça. Et donc le code de Pico TCP fait partie de mon programme. J'utilise juste ça pour faire quelque chose dans mon code. Par exemple, ajouter des extensions, etc. Donc, vous faisiez le système distant, c'est ça? C'est bien ça. Merci. Do we have any further questions in the room? No? Internet, go. Question d'Internet. Yes, another one. How do you meter kind of like the underlying stacks? Comment est-ce que vous mesurez ce qui se passe? Est-ce que vous faites du branch coverage? Et si oui, comment? Alors c'est une très bonne question. Donc ça c'est du coverage gated fuzzing. À l'heure actuelle, je ne fais pas ça. J'en ai parlé un petit peu. Je pense que il faut qu'on aille dans cette direction. Pour moi, c'est le but ultime. Le problème, la difficulté, c'est que c'est simplement plus compliqué. Les outils sont pas là. On parle d'opérations qui sont très bas niveau, donc c'est pas aussi facile à instrumenter qu'un programme userland. C'est pas par exemple la même chose qu'avec un parseur de fichiers. Le fait de gérer les queues d'attente, c'est une grosse complication. Il y a toute cette notion d'état, et tout cet état ne s'encode pas forcément bien vers un bit ou un octet ou autre. C'est un état qui est créé par la séquence d'actions. Donc il y a plusieurs choses qui doivent s'aligner correctement pour causer une transition d'état. Et de mon point de vue, maintenant, il n'y a pas de façon simple de faire ça. Donc il faut qu'on aille vers ça. C'est le but. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est ce qu'on doit réaliser. La question, est-ce que vous étiez au talk sur le fuzzing de QEMU hier? La réponse est non, malheureusement je l'ai raté, mais ce serait un bon début. Nouvelle question, je voulais demander, est-ce que ce serait possible d'intégrer le fuzzing dans le kernel Linux directement pour fuzzer sa stack TCP/IP? Alors oui, vous pouvez. Donc par exemple, si on s'intéresse à NetFilter, il y a des endroits où vous pouvez utiliser que vous pouvez utiliser pour fuzzer. Donc c'est quelque chose que je voulais faire, c'était sur ma to-do list en fonction de là où j'arriverai avec Pico TCP. Mais donc c'est une bonne approche, c'est quelque chose que je veux faire, mais j'y suis pas encore. C'est genre dans 10 étapes par rapport à là où je suis à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est vraiment une bonne question et la réponse c'est oui, et on devrait faire ça. Est-ce qu'on a d'autres questions d'Internet? Ok. Une question assez générique. Ok. Est-ce que vous avez utilisé Rust pour le fuzzing en tant que tel? Alors, j'ai parlé de Small TCP. Donc, vu qu'il y a une stack TCP, Small TCP, pour Rust, on peut utiliser Rust pour faire ce genre de projet. Moi, je ne l'ai pas utilisé. J'aime bien Rust. Je trouve que c'est un super langage. Je pense qu'à un moment donné, j'espère, ça va remplacer tout ce code horrible en C, en C++. J'ai beaucoup de très bonnes choses à dire sur Rust, mais je ne suis pas un bon développeur Rust. J'ai écrit un petit peu de Rust, mais je suis pas très avancé sur mon apprentissage. Et donc, avec mon but actuel, j'ai pas utilisé Small TCP parce que il y avait mes propres limites de connaissances. J'ai juste pas eu de bonne opportunité jusque-là d'écrire du Rust. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion. C'est quelque chose que j'apprécierais de faire. Mais la raison pour laquelle j'ai pas utilisé Rust
pour ce projet, c'était que je ne me sentais pas à l'aise et je ne pensais pas que j'aurais le temps de réussir à faire quelque chose en utilisant un langage avec lequel je n'étais pas aussi familier. Ok, et bien avec ça, nous pouvons finir le talk parfaitement à l'heure. Merci beaucoup, Ilia.